Le bruit sourd de la chair contre la chair résonna à travers le restaurant comme un coup de tonnerre. Du sang coula sur la joue burinée du vieil homme tandis qu'il se stabilisait contre la table. L'ouvrier du bâtiment le dominait, la poitrine haletante de rage, tandis que des téléphones surgissaient de toutes les poches, filmant chaque instant. Ce que l'agresseur ignorait, c'est que le discret vétéran de 72 ans qu'il venait d'agresser avait une fille qui dirigeait la direction générale de la police judiciaire. En quelques heures, ce seul moment de violence allait démêler une conspiration atteignant les plus hauts échelons du gouvernement, révéler une corruption systématique dans une petite ville française, et prouver que parfois, la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire est de sous-estimer quelqu'un parce qu'il semble sans défense. Robert Mercier avait déménagé à Rive-sur-Onde 3 ans plus tôt, ne cherchant rien de plus qu'un anonymat paisible après des décennies d'opérations militaires classifiées. La petite ville de 3800 âmes représentait tout ce qu'il avait combattu pour protéger pendant ses 27 années dans le renseignement naval. La Grande Rue avait toujours la même quincaillerie qui avait servi 3 générations. Le relais de Colette servait le café dans d'épaisses tasses en céramique. Le drapeau français flottait fièrement devant le bureau de poste et les gens saluaient encore les inconnus sur le trottoir. Chaque mardi matin, à 7h30 précises, Robert entrait au relais de Colette, commandait un café noir et des tartines de pain complet, et comptait la monnaie exacte de son portefeuille en cuir qu'il avait accompagné sur 4 continents. Il s'asseyait toujours dos au mur, face à l'entrée. Les vieilles habitudes du travail de renseignement ne s'estompaient jamais vraiment. La plupart des clients ne voyaient qu'un homme âgé, aux manières soignées, et un insigne d'ancien combattant sur son gilet. Ils ne voyaient pas les 16 médailles enfermées dans une vitrine chez lui, ni ne comprenaient le poids des souvenirs attachés à chacune d'elles. Élise Dubois, la jeune serveuse, avait mémorisé sa commande des mois auparavant. Elle lui versait son café sans demander, toujours noir, ne touchant jamais au pot à crème. Robert appréciait son efficacité et sa gentillesse. En retour, il laissait un pourboire de 20%, pile, et ne se plaignait jamais, même lorsque les tartines arrivaient légèrement brûlées. Ce qu'Élise remarquait mais ne mentionnait jamais, c'était la façon dont les yeux de Robert balayaient constamment la pièce du regard. Comment il plaçait son téléphone à portée de main. Comment il se tenait avec une discipline qui trahissait un passé militaire. Elle avait servi suffisamment d'anciens militaires pour en reconnaître les signes. De l'autre côté du restaurant, Damien Lefebvre était assis à sa banquette d'angle habituelle, faisant défiler les réseaux sociaux avec une agitation croissante. Cet ouvrier du bâtiment de 34 ans avait vu Rive-sur-Onde changer au cours des 5 dernières années, et chaque changement lui semblait une attaque personnelle. Son grand-père avait construit la moitié des bâtiments commerciaux du centre-ville. Son père avait travaillé à l'usine textile pendant 30 ans, avant sa fermeture, les opérations ayant été délocalisées. Damien s'attendait à hériter d'un certain statut en ville, un respect qui venait avec des racines profondes. Au lieu de cela, il voyait des nouveaux venus comme Robert Mercier arriver avec leur confiance tranquille et leur manière polissée, achetant des propriétés que des familles de longue date avaient été contraintes de vendre. Pour Damien, ces étrangers représentaient tout ce qui n'allait pas avec la France moderne. Il ne comprenait pas l'histoire de Rive-sur-Onde, ne respectait pas ses traditions, ne connaissait pas leur place. Pendant des semaines, Damien avait fait des remarques de plus en plus acerbes lorsque Robert entrait au restaurant. Des observations à voix haute sur les gens qui n'appartenaient pas à la ville. Des blagues qui n'étaient pas vraiment drôles. Chaque fois, les autres clients se sentaient mal à l'aise et changeaient de position, mais ne disaient rien. La confrontation n'était pas la manière de Rive-sur-Onde, du moins pas en public. Ce que personne ne savait, c'est que le ressentiment de Damien n'était pas entièrement autogénéré. Il assistait à des réunions dans un entrepôt en périphérie de la ville, des rassemblements organisés par le maire Dumas et un promoteur immobilier parisien nommé Victor Leroy. Le message était toujours le même, protéger le caractère de Rive-sur-Onde en faisant en sorte que certaines personnes se sentent malvenues.
les faire vouloir partir, vendre leurs propriétés à des prix désespérés, ouvrir la voie au projet d'aménagement des quais qui restaurerait la prospérité de la ville. La propriété de Robert fut spécifiquement discutée lors de ces réunions. La colline surplombant la rivière était essentielle au plan de développement. Sans elle, le complexe hôtelier de Charmes ne pouvait pas se dérouler comme prévu. Le maire Dumas avait tenté d'offrir au-dessus du prix du marché, mais Robert avait poliment refusé. Il n'était pas intéressé par la vente de sa maison. Ce mardi matin-là, la patience de Damien finit par céder. Il avait passé la veille au soir à une autre réunion d'entrepôt, écoutant le roi insister sur l'urgence d'acquérir des propriétés clés avant que la fenêtre d'opportunité pour le développement ne se referme. La pression montait et la sérénité de Robert lui semblait une moquerie. Damien se leva, ses bottes de travail claquant bruyamment sur le linoléum. Il traversa le restaurant d'un pas délibéré, attirant tous les regards. Dehors, l'étudiant Jules Moreau ajustait son équipement de caméra, filmant ce qu'il pensait être l'atmosphère authentique d'une petite ville pour son projet de journalisme. Son objectif, capturer tout à travers la fenêtre. Robert leva les yeux alors que l'ombre tombait sur sa table. Damien le dominait, une montre de luxe étincelant à son poignet, détonnant avec ses vêtements de travail. « Vous semblez bien à l'aise ici », dit Damien assez fort pour que tout le monde entende. « Bonjour », répondit poliment Robert, « ce n'est pas votre genre d'endroit. Ça met les gens bien mal à l'aise. » Le restaurant se tut. Les fourchettes cessèrent de bouger. La main d'Élise se dirigea vers son téléphone. Le chef des pompiers, Martin, prenant son petit déjeuner près de la fenêtre, se raidit. Robert avait affronté bien pire que des petites brutes de cours de récréation pendant sa carrière militaire, mais il s'agissait là de dignité, du droit d'exister paisiblement dans un pays qu'il avait passé sa vie à défendre. « Je prends juste un café », dit Robert doucement. « Je ne dérange personne. »« C'est là que vous vous trompez. » Damien se pencha. « Votre présence ici me dérange. » Ce qui se passa ensuite serait visionné des millions de fois à travers la France. Damien poussa Robert violemment. Le vétéran âgé trébucha en arrière, sa hanche heurtant le bord de la table. Les tasses de café s'écrasèrent au sol, puis la main ouverte de Damien claqua avec une force brutale sur le visage de Robert. La gifle résonna à travers le relais de Colette comme un claquement de fouet. Du sang coula là où la bague de Damien entailla la peau. Silence complet, puis le chaos. Élise leva son téléphone, enregistrant tout. La caméra de Jules, à l'extérieur, capturait des angles parfaits à travers la fenêtre. Le système de sécurité du restaurant documentait tout en haute définition. La main de Robert alla à sa joue brûlante. Pendant un instant, il ressembla exactement à ce qu'il semblait être, un vieil homme sans défense brutalisé. Mais alors quelque chose changea dans sa posture. Ses épaules se redressèrent. 72 ans de dignité et d'entraînement militaire reprirent le dessus. « Vous avez fait une grave erreur », dit Robert doucement. Damien rit. « Ah oui ? Et qu'allez-vous faire, vieil homme ?» Robert tendit la main vers son téléphone. Il fit défiler ses contacts jusqu'au premier nom de la liste, Jennifer, directrice. Le téléphone sonna 2 fois. Une voix de femme répondit, empreinte d'une inquiétude immédiate et d'une autorité incontestable. « Papa, tout va bien ?» Toutes les oreilles du relais de Colette se tendirent pour écouter. Chaque téléphone capta le moment. « Jennifer, » dit Robert calmement, « je vais bien, mais il y a eu un incident au relais de Colette à Rive-sur-Onde. » Le sang quitta le visage de Damien Lefebvre alors qu'il comprenait enfin. « Papa, que s'est-il passé? Qui t'a fait du mal? Je peux avoir des agents sur place en 20 minutes. » Damien, qui était si confiant quelques instants auparavant, ressemblait soudain à un homme voyant sa vie s'écrouler. Le chef des pompiers, Martin, se leva lentement. « Damien, » dit Martin doucement, « savez-vous ce que vous venez de faire ?» En moins de 30 minutes, la vidéo était devenue virale. Les images de Jules, intitulées « Choc, un homme agresse le père de la directrice de la police judiciaire », accumulèrent des milliers,
puis des dizaines de milliers de vues. L'enregistrement d'Élise se répandit sur les réseaux sociaux avec des hashtags exigeant justice. La fille de Robert, Jennifer Mercier, était bel et bien la directrice générale de la police judiciaire. Elle avait suivi les traces de son père, commençant par l'école navale, puis le renseignement militaire, avant de gravir les échelons de la police judiciaire pour devenir sa première femme à en prendre la direction, à 43 ans. Lorsque les agents des services d'enquête nationaux arrivèrent au relais de Colette, ils trouvèrent une communauté sous le choc. Damien Lefebvre était assis dans une banquette d'angle, sa confiance d'antan complètement évaporée, tandis que Robert faisait des déclarations calmes et précises aux enquêteurs. Mais alors que la police judiciaire commençait à examiner l'incident, ils découvrirent quelque chose de bien plus troublant qu'une simple agression. L'attaque contre Robert Mercier était liée à une campagne systématique d'intimidation ciblant les nouveaux venus à Rives-sur-Onde. Les propriétaires qui refusaient de vendre recevaient des appels menaçants. Les entreprises faisaient face à des problèmes d'inspection soudains. Des familles subissaient du harcèlement. Toutes les pistes menaient au maire Dumas et à ses partenaires de développement. L'agent spécial Léa Chen, chargé de diriger l'enquête, examina les images de surveillance du relais de Colette avec son partenaire. Ce n'était pas une violence aléatoire, observa-t-elle. Lefebvre était agité avant d'approcher Mercier. Regardez comment il jette des coups d'œil à son téléphone, comme s'il recevait des instructions ou se donnait du courage. En 48 heures, les enquêteurs nationaux avaient obtenu les relevés téléphoniques montrant une communication étendue entre Damien Lefebvre et des associés du maire Dumas. Des messages textes discutaient de gérer le problème Mercier et de lever les obstacles au développement. L'agression avait été orchestrée. Robert, quant à lui, maintint un silence digne à travers le cirque médiatique. Il déclina la plupart des demandes d'interview, mais accepta de parler à la chaîne d'information régionale. « Il ne s'agit pas de la position de ma fille, dit-il à la caméra. Il s'agit de la façon dont nous nous traitons les uns les autres en tant qu'êtres humains. Si nous jugeons les gens par leur caractère ou leurs circonstances. » Sa dignité face à la pression fit que l'histoire se répandit plus vite. Dès le 3e jour, Rives-sur-Onde était devenu un symbole national de la corruption en province et du pouvoir des vidéos virales à déclencher la reddition de comptes. Ce que Robert ne savait pas initialement, c'est que son agression n'avait exposé que la surface de quelque chose de bien plus sombre. Diane, l'épouse du maire Dumas, enregistrait secrètement les réunions de son mari depuis des mois. Elle l'avait vu se transformer d'un élu en quelqu'un prêt à détruire des vies pour le profit. 3 nuits après l'agression, Diane apparut à la porte de Robert à 3 heures du matin, les larmes coulant sur son visage. Elle lui tendit une clé USB contenant des enregistrements qui documentaient toute la conspiration. Des réunions entre Dumas et le promoteur Victor Leroy, des discussions sur les tactiques d'intimidation, des preuves de pots de vin versés à des fonctionnaires au niveau départemental et régional. « J'ai travaillé pour la DGSE pendant la guerre froide, dit Diane à Robert. Je reconnais la corruption quand je la vois. Cela doit cesser. » Robert contacta l'agent Chen immédiatement. Les enregistrements prouvèrent que le harcèlement des nouveaux venus à Rives-sur-Onde n'était ni de la bigoterie, ni une résistance au changement. C'était une stratégie commerciale calculée, un stratagème pour acquérir des propriétés de valeur en chassant les propriétaires par une intimidation systématique. Alors que les enquêteurs nationaux étendaient leur enquête, ils découvrirent que Rives-sur-Onde n'était qu'un lieu dans un réseau s'étendant sur plusieurs régions. Les villes rurales en difficulté économique étaient devenues des cibles pour des opérations de fraude sophistiquées déguisées en projets de développement. Les stratagèmes servaient à blanchir de l'argent provenant d'entreprises criminelles non spécifiées par le biais de transactions immobilières apparemment légitimes. Le maire Dumas, réalisant l'étendue des preuves contre lui, mourut par suicide présumé dans son bureau. Sa mort ne fit qu'accélérer l'enquête.
En 2 semaines, les procureurs de la République avaient arrêté 47 personnes, y compris des élus régionaux, des responsables de la réglementation et des chefs d'entreprise à travers la région. Pendant tout cela, Damien Lefebvre était en détention provisoire, aux prises avec l'ampleur de son erreur. Il avait agressé un héros de guerre devant les caméras parce que quelqu'un lui avait dit que cela aiderait à protéger sa ville. En réalité, il avait été un pion dans une conspiration criminelle qui n'avait rien à voir avec l'héritage de Rives-sur-Onde et tout à voir avec le profit. 6 semaines après l'agression, Damien demanda à rencontrer Robert. Les agents fédéraux organisèrent la rencontre dans un lieu sécurisé, les 2 hommes assis de part et d'autre d'une petite table. « Je voulais m'excuser correctement », commença Damien sa voix rauque, « pas par l'intermédiaire d'avocats, face à face. » Robert écouta en silence. « J'avais tort », continua Damien. « Surtout. J'ai laissé la peur et la manipulation me transformer en quelqu'un qui ferait du mal à une personne innocente. Il n'y a aucune excuse. » « Beaucoup de gens ont été manipulés, » dit Robert doucement. « La corruption agit en s'enveloppant de fins nobles. »« Je témoigne contre toutes les personnes impliquées, » dit Damien. « Pas pour la clémence, parce que c'est juste, et je refuse la protection des témoins après. Je reviens à Rives-sur-Onde pour affronter ce qui m'attend. » Robert hocha lentement la tête. La rédemption exige plus que d'affronter les conséquences. Elle exige une restauration active. 3 mois après que la vidéo virale propulsa Rives-sur-Onde sous les feux des projecteurs nationaux, la ville organisa des élections municipales anticipées. Élise Dubois, la serveuse qui avait enregistré l'agression, se présenta à la mairie sur un programme de transparence et de gouvernance inclusive. Elle l'emporta haut la main. Son premier acte officiel fut d'établir un comité citoyen de surveillance avec Robert Mercier comme président. La communauté organisa un rassemblement de réconciliation dans le parc en bord de rivière. Les habitants partagèrent de la nourriture et des conversations par-delà des divisions qui avaient autrefois semblé infranchissables. Damien Lefebvre y assista, annonçant la création d'un fonds de restauration communautaire utilisant ses économies personnelles pour réparer les maisons des habitants ciblés pendant l'administration Dumas. Lorsque Damien eut fini de parler, Robert se leva et marcha délibérément vers lui. Tous les regards suivirent son mouvement. « Votre engagement envers la restauration est noté et apprécié », dit simplement Robert. Il tendit la main. Damien accepta la poignée de main, brève et formelle, mais symboliquement puissante. Rives-sur-Onde choisissait la réconciliation plutôt que la rétribution. Alors que le soir approchait, Robert se tenait au point de vue où sa propriété offrait sa vue la plus spectaculaire sur la rivière. La vue que les promoteurs avaient convoitée, la terre qu'il avait involontairement placée au centre d'une conspiration. Le chef des pompiers, Martin, le rejoignit, se tenant en silence amical avant de parler. « Belle soirée, monsieur !»« En effet, » répondit Robert. « Les anciens combattants qui organisaient les équipes de protection se tournent maintenant vers des projets de services communautaires. Réparation de maisons, mentorat de jeunes. » Robert hocha la tête avec approbation. « De bonnes personnes trouvant de nouvelles missions. Et vous ? Avez-vous trouvé votre nouvelle mission ici à Rives-sur-Onde » Robert considéra la question sérieusement. « Peut-être bien. Pas la mission que j'attendais, mais apparemment celle dont j'avais besoin. » Dans le crépuscule grandissant, Robert toucha l'insigne d'ancien combattant sur son gilet. Il avait cherché une retraite tranquille à Rives-sur-Onde, mais la vie avait d'autres plans. Parfois, les plus grandes batailles ne nécessitaient aucune arme, seulement le courage de refuser l'intimidation, de rester ferme face à l'injustice, de croire que les principes importaient plus que la commodité. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de Rives-sur-Onde, Robert rentra chez lui en paix avec la mission finale inattendue qu'il avait trouvée. Pas une mission de guerrier cette fois, mais une mission de citoyen, tout aussi vitale pour la nation qu'il avait servie toute sa vie. Il monta les marches de son perron
et se retourna pour regarder une fois de plus les lumières de la communauté se reflétant sur la rivière en contrebas. Au final, l'honneur et la justice avaient prévalu, comme il se doit, si la France devait rester digne des sacrifices faits pour la protéger.